Bonjour Christian Viguier. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Tu es poète invité au Festival de Poésie de Sète. Moi, qui je suis d'abord un fils d'ouvrier en Aveyron. Et voilà, ma langue elle vient aussi d'une langue ouvrière au départ. Et ça enrichit après avec les poètes que j'ai lus. Poètes français bien sûr et étrangers aussi, de plus en plus. Et notamment les poètes turcs. On vient de faire avec Aytekin Karasoban une anthologie de la poésie turque là. C'est une anthologie des poètes des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça manquait un peu dans le panorama de l'édition. Parce que le poète turc qu'on connaît le plus, et que j'aime beaucoup, c'était Nazım Hikmet. Et c'était bien de faire découvrir ses petits-enfants, on va dire, d'autres générations. Et c'est comme dit l'anthologie d'Aytekin Karasoban, vous avez traduit ensemble ou comment ça? Alors, il y a une traduction turque au départ, et moi j'ai essayé de rendre fluide en français cette langue. Et on a fait 2 livres en français avec Aytekin que j'ai retravaillé. C'est-à-dire les 2 livres en français édités par Aytekin, j'ai travaillé sur ces poèmes-là. Donc on a une complicité, une vieille complicité. Alors quand tu as commencé à écrire? Alors j'ai commencé à écrire à 19 ans, quand j'étais à Toulouse. Et j'avais une culture poétique très pauvre, j'avais une culture scolaire. Les poètes que je connaissais, c'était des poètes du 19e siècle, Rimbaud, Baudelaire. Et petit à petit, grâce à des amis, je suis passé au 20e siècle grâce à des gens comme Apollinaire et Reverdy. Et lorsque j'écrivais à 19 ans, ça commençait vraiment à 19 ans, j'écrivais, je lisais des faux billets, des faux papiers. J'écrivais comme Apollinaire, comme Reverdy, comme Rimbaud. Il a fallu des années et des années pour que l'écriture devienne originale, s'originalise. Donc c'est un très long travail, quoi. Et pour trouver sa voix, c'est un très long travail. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Il y en a beaucoup. Mais je parlais de Reverdy et d'Apollinaire qui m'ont fait passer au XXe siècle. Bon, les surréalistes, des gens comme René Char en France, comme Jean Follain, comme Guy Evic, comme Yanis Ritsos, le poète grec, comme Pablo Neruda, Nazım Hikmet. Donc voilà, pour moi c'était des voix majeures ça. Et c'était des voix avec lesquelles je me sentais très très proche. C'était presque des compagnons de parole, malgré le pays et malgré les histoires différentes. Voilà, pour moi c'était des gens qui parlaient ma langue. C'est bizarre de dire ça. Voilà, pour moi Nazım Hikmet c'était évident. Il n'y a rien de plus dur que l'évidence. C'est pas une facilité, c'est une sorte de constat merveilleux, je trouve. C'est une chance extraordinaire ça. Et comment tu écris, construis, crées ta poésie, tes poèmes? Est-ce que tu as une approche poétique? Alors, ma poésie, elle vient de l'expérience que j'ai eue. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir eu une enfance heureuse. Ça a été un terrain nourricier. Après, ça s'est compliqué. J'ai vécu comme un clochard pendant plusieurs années de ma vie. Et ça, bizarrement, à l'époque je le vivais très mal, mais ça, bizarrement, ça m'a donné ça m'a formé une sorte d'écriture. Mon écriture, elle part toujours d'une expérience. Et souvent, mon écriture parle, que ce soit la balade du vent du roseau, Route, ça parle de ce vagabondage-là, où la parole est importante. Ça m'arrivait de ne pas manger, etc. Mais j'avais toujours des livres de poésie dans ma veste. Et la grande sélection de la poésie, c'est est-ce que ces poètes me parlaient ou pas? Et ils me parlaient. Donc René Char, même Rimbaud, Nazım Hikmet, Ritsos, tous les gens dont je viens de parler. Et dans la poésie, pour moi, c'était quelque chose qui a un rapport à l'expérience humaine, à sa propre expérience, et en même temps, c'est une forme de dépassement de cela. Il ne s'agit pas de dire j'étais triste, c'est pas le problème. C'est on vit quand on est malheureux dans une nudité souveraine, j'ai envie de dire ça. C'est un drôle de paradoxe.
Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Alors il y a un peu de tout, parce qu'il n'y a pas d'école repérable dans la poésie. Il y a des centaines et des centaines de voix. Et moi je peux citer des poètes que j'aime d'aujourd'hui. Une poétesse comme Marie Huot. C'est une poétesse de ma génération, plus jeune que moi. Laurent Albarracin, c'est un jeune poète, beaucoup plus jeune que moi lui. Serge Núñez-Tolín, qui est un poète belge, qui avait des parents espagnols. Et ce sont des voix multiples. C'est très dur ce serait très dur aujourd'hui de qualifier la poésie à travers des écoles ou des repérages, évidents. Il y a des voix, il y a des voix. Et, bon, il y a des voix que j'aime et des voix que je n'aime pas. J'aime bien une poésie qui se parle, qui se murmure aussi. Hein. J'aime pas la poésie vociférante. Il faut que ce soit un peu comme le bruit d'une rivière, la poésie, me semble-t-il. Voilà, voilà, c'est ça, quoi. La traduction. Traduction. Alors, je parlais des poètes turcs. Moi, je ne parle pas le turc. Par contre, j'ai des amis turcs. Et lorsque je traduis un poète turc, je fais une version du poète turc, je discute avec lui très 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 longtemps. Et mon travail, c'est pas la traduction pure, c'est rendre une sorte de fluidité de la langue, pour que le lecteur français soit pas, enfin, puisse le lire. Hein. Et je ne parlerai pas de la traduction, mais les traducteurs. Sans traducteur, on ne peut pas lire les autres. Et si on me dit, est-ce que tu as lu Nazim Hikmet, est-ce que tu as lu, etc., etc., je dis, j'ai lu le traducteur de Nazim Hikmet, voilà. Et pour moi, le travail de traducteur est un travail drôlement important. Et chaque fois, je leur tire le chapeau. Et dès que je parle d'un poème, je mets le traducteur. Ça, c'est très important, ce sont des voix un peu muettes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, etc. Et moi, je trouve qu'ils font un travail prodigieux. Et ce sont des grands passeurs. Quoi. On peut lire des Sud-Américains, on peut lire des Palestiniens. Ça, c'est un cadeau, c'est un luxe, ça. Hein. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Waouh, la question est difficile. Hein. Moi, je pense, on a tous été enfants, filles ou garçons, et je pense que nous étions des êtres en rapport avec une émotion très forte quand on est enfant. Et je crois que la poésie, c'est rendre son émotion têtue. Je crois que les poètes rendent leur émotion têtue à travers le poème. Et je pense que cette passerelle-là, c'est une des premières passerelles avec des gens qui lisent la poésie ou des gens qui ne lisent pas de la poésie. Souvent, j'ai discuté avec ce genre de personnes, ça m'intéresse drôlement. Ils disent, bon, la poésie, c'est pour les intellectuels. Je dis, non, c'est pas du tout ça. Et lorsqu'on discute, lorsqu'on on lit, et j'étais enseignant aussi, instituteur, on ouvre un champ qui est magnifique. Et l'idée, c'est de rendre lisible cette poésie-là à des gens. Et chaque fois, j'ai trouvé des poètes qui plaisaient aux gens qui n'aimaient pas la poésie. Je dis, je vais te trouver un truc, tu vas voir. Et il y aurait plutôt un travail de passeur, peut-être l'école, je ne sais pas. Enfin, il faudrait un travail beaucoup plus fort que ça en France. Il y a des pays qui sont beaucoup plus imprégnés de poésie que la France ne l'est. Donc je crois qu'on est en manque de plein de choses. Et là, c'est peut-être un des moyens. Le Festival de Sète, c'est peut-être un des moyens. Qu'est-ce que tu penses à propos du Festival de Sète? Alors, c'est la première fois que je viens. On posait la question au poète surréaliste André Breton, ça sert à quoi la poésie? Et lui il répondait, ça sert à rencontrer des gens. Ça c'est fabuleux. Et le fait qu'on soit ensemble là, c'est luxueux quand même ce présent qu'on invente ensemble là. Moi je suis très sensible à cela, à ces rencontres qui sont des fois très courtes, très éphémères, mais très, très intenses en même temps. Et ça c'est luxueux. Ça c'est une amitié, voilà, c'est une amitié. Est-ce que tu vas de temps en temps au marché de la poésie à Paris? Oui. Et j'aimerais bien avoir tes impressions aussi.
Alors c'est un peu le contraire de cela. Il y a beaucoup de monde, énormément de monde, et souvent on a du mal à discuter longuement avec les gens. On est toujours entrecoupé par quelqu'un, mais c'est joyeux aussi, mais on n'a pas ce genre de discussion. C'est rare d'avoir des discussions. Pour parler au marché de la poésie, il faut sortir du marché de la poésie. Il faut aller dans un bistrot, aller un peu plus loin, s'éloigner un peu. Là, il y a un espace qui est fabuleux pour ça. Là. Donc on prend notre temps, et là on a trouvé un espace aussi. Marcher la poésie, c'est quasiment impossible ça. Hein. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup. Alors, mon dernier livre s'appelle la balade du vent et du roseau. Et en réalité, ce livre-là comporte 4 recueils, écrits à des époques différentes. Et justement, il relie ce thème du vagabondage. Et j'ai repris ces termes-là. Et là, je vais vous lire un livre, un poème très simple. Moi, je suis amoureux pas de l'extraordinaire, je suis amoureux de l'évident. L'évident m'étonne tout le temps. Par exemple, les femmes, les hommes, les enfants ont toujours se sont essuyés les pieds, ont ouvert les portes. Soit on en fait un geste banal, soit on peut en faire un geste merveilleux. Et je vais vous lire justement ce poème. J'essuie mes pieds sur le seuil de ma porte. Il n'y a pas de plus beau mystère en ce monde que de s'essuyer les pieds, comme s'essuyèrent les pieds tant de personnes avant moi. La pierre y est usée. Je l'imagine comme une peau douce pour le temps et me demande combien ont pensé au soleil en entrant, combien ont associé leur rêverie à la paresse d'un nuage et l'ont comparé à une clé au cœur de cette journée perdue. Et quel nom de femmes ou d'hommes à ce moment ont traversé leur vie, ou alors furent-ils simplement heureux de s'essuyer les pieds et de couper la journée en deux de la même façon que l'on coupe le pain. Et puis quel être réel devenons-nous en ouvrant une porte? Emmenons-nous une mort et un soleil, une lune triste entre les branches, ou ne réinvestissons-nous pas de nouveau cet ultime voyage qui va du certain à l'incertain? Après tout, nous ne faisons que nous frotter les pieds et poussons une porte, appelons pensée ce qui fut une fleur, une montagne ou une rivière, et entrons avec ces mots dans la plus parfaite des obscurités. Dans le bocal, il y a un poisson rouge mort. Il continue à tourner comme s'il ignorait cette triste évidence, ou si les objets autour de lui ne détenaient plus aucune valeur, pas même celle d'attester de l'impassibilité du monde. Il tourne à l'intérieur d'une horloge vide, indique une heure qui ne sera inscrite dans aucun temps, aucune mémoire. Il est ce poisson rouge qui tourne pareil à une aiguille rouge, brûlée par un unique sommeil. Peut-être invente-t-il une parole aussi ronde qu'une bague, une parole sourde dont il n'y aurait plus que les reflets, comme lorsque l'on parlait, croyant alors que nos mots ne tombaient dans aucun abîme. Ça, c'est un poème sur la mort de mon père. Et le livre? Ouais. Alors le livre s'appelle Damage. C'est édité chez Rougerie. Si ta mort est une lune, je dirais que c'est une lune rouge qui m'empêche de dormir. Elle pousse au milieu de la nuit, et c'est cette lune qui me tient en éveil, comme le ferait une fleur au milieu du vide. Elle n'a pas à dire le nom des montagnes et des vallées, comment chante une rivière ou un oiseau. C'est juste une lune rouge, dont les reflets recouvrent les choses et ma pensée. À cause de cela, je me demande pourquoi ta mort ne se révèle pas tout simplement. Pourquoi a-t-elle besoin d'une forme et d'une couleur? Pourquoi est-elle une lune rouge vers laquelle vont mes mots comme des oiseaux fracturés? C'est un poème sur ma mère, la mort de ma mère. Peut-être que ta mort sur mon épaule est un corbeau et qu'elle s'envole sur d'autres épaules. Peut-être ouvre-t-elle ses ailes pour devenir la nuit, ou n'est-elle qu'un paysage allant vers un autre paysage? Peut-être m'oblige-t-elle à croire et à ne pas croire, sachant que croire pour moi ne fut jamais un verbe suffisant. À tous ces chemins qui se détruisent orage après orage, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul,
hormis celui vers lequel tu chemines à la fin, moitié ombre, moitié réel, entravé par des mots que tu ne peux plus dire. Peut-être que ta mort est une impossible mort, et qu'à cause de cela, elle ou toi me demande de te chercher au milieu des choses qui n'ont plus de nom. Le livre s'appelle Limite aux éditions Rougerie. Alors, un poème pris au hasard. Je ne rajoute pas de mots, mais les enlève aux choses, comme si ces dernières avaient décidé de garder les yeux fermés. Je regarde les paupières closes d'un arbre, son feuillage nu, me contente d'être celui à travers qui le monde se tait. Ainsi, un arbre devient un arbre, la lumière dans l'arbre de la lumière, pour qu'aucune feuille de lumière ne vienne se briser dans ma pensée. Merci beaucoup. Merci, moi qui te remercie.